Merci beaucoup, Michael, parce que je voulais juste rappeler à ceux qui étaient là depuis la première soirée au cinéma, Smart Citizen, la différence entre tout ce qu'on vient d'entendre d'initiatives, la quantité, la qualité, la diversité d'initiatives participatives, et par comparaison avec les tentatives de scientifiques et technicistes proposer des solutions numériques pour résoudre les problèmes du futur en ville. Pour ceux qui étaient là, je pense que vous mesurez la distance qu'il y a entre les propositions qui sont faites d'un côté et d'un autre. Alors moi, c'est une de mes marottes, et demain je vais aller faire la marche pour le climat en fait. À Champigny, et comme dans d'autres villes, il y a des problèmes de circulation énormes. Il n'y a qu'à monter dans sa voiture, aller travailler pour s'apercevoir que les temps de distance s'allongent à chaque fois. On a une magnifique Marne, et moi ça me fait penser, quand je suis allée à Venise, sur le fait effectivement de cette appropriation de l'eau. Alors ça c'est une marotte, j'ai déjà dit à plusieurs reprises, je ne comprends pas pourquoi on ne développe pas ce genre de mode de transport qui réglerait une partie des problèmes. Mais ça après c'est un problème politique en fait, mais je vois pas où ça bloque. Autant. Parce que moi je l'ai utilisé. Attendez. J'ai eu la chance d'utiliser les premières navettes RATP par voie fluviale. Le problème, c'est le temps. C'était pas très long à embarquer dans le bateau avec son passe Navigo, pas de problème. Le problème, c'est le temps que le bateau met pour aller d'une escale à l'autre. Et là, c'est quelque chose que les gens, on peut pas mettre une demi-heure ou le bus va mettre 10 minutes, quoi. C'est le problème. Ça doit pas être un échange entre nous deux, mais là, les temps de transport vont augmenter. Donc même le bateau sera encore plus rapide que le temps de voiture. Effectivement, je peux comprendre quand c'est fluide, on prend sa voiture. Là, c'est catastrophique quand même. D'une ville à l'autre, c'est dramatique. Donc non, il faut vraiment y penser. Je crois que c'est une nécessité. Là, je crois qu'il reste J... moins 775 avant l'irréversibilité de ce qui nous attend en termes de climat. C'est-à-dire que dans ces 775 jours, ce sera trop tard. Et là, c'est beau toutes ces actions. Moi, je participe. J'ai mixé 200 litres de soupe, j'ai adoré ça. Après, je me dis que là, il y a urgence. Donc, c'est vraiment des actes forts et politiques. Il y a les actes citoyens, il y a les actes politiques. Forcément, je vais prendre la parole puisque justement la question que je voulais un petit peu poser et peut-être aussi envoyer et donner ma propre vision, c'est quelle est la place dans la construction du commun et l'action citoyenne, quelle est la place de ceux qui aujourd'hui donc sont des décideurs politiques, un petit peu à tous les niveaux. Parce qu'on voit bien que c'est décisif de les avoir, donc d'avoir un lien. Et donc, moi, j'ai toujours fait de la politique dans les différents mandats que j'ai aujourd'hui, en essayant de construire au maximum avec tous ceux qui sont, on dit souvent, les acteurs du territoire, que ce soit des associations, que ce soit donc des responsables de structures diverses et variées, d'universités, enfin tout. Et donc la question elle est vraiment là, c'est dans ce savant tissage entre les citoyens, le politique et là où on prend la décision, parce qu'en fait la décision revient aux politiques, puisque dans notre système aujourd'hui, donc on est dans la Ve République, c'est un système de démocratie délégative, donc en fait une fois qu'on a voté, il y a des représentants du peuple, donc c'est ce que ça devrait être en tout cas. Donc en fait, moi je pense qu'une représentation une fois tous les X années, effectivement on le voit bien aujourd'hui, il y a une vraie remise en cause de ça. C'est donc comment est-ce qu'on fait en sorte de donner la parole, mais pas seulement dans une démocratie participative, c'est-à-dire je vous convie à une réunion, je vous écoute lors de cette réunion, et puis finalement je repars dans mon bureau et avec les techniciens, je prends les décisions. Parce que là, la question, elle remet en cause le concept même de démocratie.
Donc c'est comment est-ce que, même si moi je suis responsable, puisque mandaté par le peuple, puisqu'ayant été élu, je donne quand même une part finalement de ma responsabilité à d'autres qui construisent avec moi. Donc d'où la co-construction, par exemple, qu'on a vu ensemble dans l'agriculture, puisqu'en fait au département, donc j'ai la délégation à l'agriculture urbaine et périurbaine, ce qui est une gageure effectivement dans un département assez urbanisé, et où on a co-construit, donc là le résultat, le plan d'action va sortir donc dans 15 jours, donc de vraies réponses aujourd'hui à maintien des terres agricoles, aller vers mieux manger, donc l'agriculture bio, donc comment est-ce qu'on peut donc construire tout ça ensemble, et je vais revenir donc vers les acteurs pour continuer à proposer un nombre d'actions. Voilà, mais c'est un petit peu la place, c'est là où je voulais un petit peu interroger aussi un peu tous ceux qui sont dans la salle, parce que finalement tout le monde a aussi un petit peu en partie une réponse. Excusez-moi, je voulais juste donner une réponse quand même, parce que j'en ai une personnellement, mais bon, je pense que Mickaël a déjà commencé à le donner. La réponse, c'est dans ce type de commun qu'on propose, c'est de proposer davantage de tiers-lieux, des lieux c'est pas entre propriété privée et publique, en fait c'est espace public et espace privé. Donc c'est vraiment des lieux où où il y ait vraiment du brassage, où les gens puissent se poser, ne pas forcément être consommateurs, parce que jusque-là, quand on sort de chez soi, en fait, on est soit dans des magasins, soit dans l'espace public, les mairies, tout ça, mais bon, c'est pas là qu'on va faire des choses. Donc voilà, c'est ce qui manque vraiment, je pense, c'est vraiment ces lieux-là qui sont ni chez nous, ni notre propriété. C'est ce type de commun dont on a besoin pour agir ensemble, pour travailler ensemble, et puis pour éventuellement faire réseau avec aussi des élus comme vous et plein d'autres types de citoyens. Non, un peu rapidement comme ça, oui, effectivement, je pense que la démocratie, elle a fait un certain nombre de preuves, elle a fait aussi un certain nombre de preuves de ses limites, la représentation, les élus, et donc je crois qu'on a besoin d'autres formes d'organisation, et ça exclut pas celles qui existaient, moi comment je vois, ça exclut pas celles qui existaient, mais qui ont des limites, et il faut qu'on dépasse ces limites, donc il faut aussi d'autres... Et puis une deuxième remarque, alors qui n'a un peu rien à voir, je pense à la marque qui c'est le patron. Ça m'a fait penser aussi bien l'intervention de l'une comme de l'autre, et qui est une forme d'organisation. Je crois que c'est une SCIC aussi, une SCIC. Et mais par contre qui investit la grande distribution. Donc voilà, c'est intéressant, et je crois que là aussi il ne faut pas forcément être exclusif, et transformer la grande distribution de l'intérieur, c'est aussi sûrement un enjeu très très important. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, comment se situent par rapport au commun les démarches comme c'est moi le patron, je ne sais plus comment il s'appelle, ce genre de... C'est qui le patron, et comment vous les situez dans vos réflexions? Bonsoir, Caroline Ademont. C'est ma première participation à cette réunion. J'ai envie de réagir par rapport à ce qui a été dit, notamment sur la relation, je dirais, décideurs politiques et autres. Quand on prend par exemple votre exemple, l'exemple de Champigny en transition, on voit bien qu'il y a eu un accompagnement quand même de la mairie qui vous a associé à plusieurs projets. Je prends notamment la fête des solidarités. Le projet a été soutenu par les élus. Je prends l'aménagement de la place Lénine, c'est-à-dire l'espace avec des plantes, de l'aménagement qui a été fait. Je crois que ça a été... il y a eu, entre guillemets, un soutien réel de la ville, des élus, de la municipalité. Je prends alors, vous avez soumis notamment le projet de l'alternateur. On a eu l'occasion d'échanger dessus. Je vous rejoins totalement. C'est vrai que sur cette commune, il manque ce type d'espace. On le voit beaucoup à Paris. La ville de Paris est dans une approche qui est de faire beaucoup de co-construction. Et je pense que Champigny s'y met lentement.
on peut le déplorer, mais en tout cas, on est sur cette démarche-là. Et j'ai envie de dire, il y a les politiques, c'est vrai, il y a la représentation de par les élections. Alors on peut avoir un débat à savoir s'il faut changer de République ou pas. C'est pas tellement, je dirais, la question aujourd'hui. La question, c'est de savoir comment on permet aux initiatives qui se font, donc qui sont citoyennes, comment on permet qu'elles d'abord leur permettre d'émerger, mais aussi, je dirais, en tant qu'élu, moi je pense qu'il faut qu'on reste quand même externe, dans le sens où il faut pouvoir laisser aux gens aussi la possibilité de proposer peut-être des choses qui sortent des schémas politiques, donc politiciennes, mais en même temps, il faut aussi, effectivement, je dirais, comme ce qui se passe aujourd'hui avec le Val-de-Marne en mouvement sur les questions climatiques, etc., il faut en même temps pouvoir, je dirais, peut-être donner les moyens ou permettre des lieux d'expression et des lieux où les gens peuvent effectivement porter ces initiatives, mais sans forcément que ça soit quelque chose qui soit, entre guillemets, forcément co-construit ou... Parce que le risque, effectivement, moi c'est comme ça que je le perçois, c'est il peut y avoir une influence qui va être selon la couleur politique d'une commune, dans tel ou tel sens, et finalement avec un risque de biaiser un peu les choses au final. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait un lien de travail ou de relation, mais en même temps je pense qu'il faut quand même permettre à ce que ces mouvements soient autonomes dans leur manière de fonctionner, dans leur fonctionnement et je dirais dans la prise des décisions. C'est important. Il me semble que c'est un peu ce qui ressort, notamment, vous avez cité le cas de l'épicerie, qui est un exemple d'épicerie aux États-Unis. Vous avez cité l'exemple notamment de cette ville en transition en Angleterre. Ça a été un peu, je pense, la position de d'origine en tout cas de ces deux mouvements, et c'est de pouvoir laisser justement sans trop envahir entre guillemets en étant politique ce type de mouvement. Ça c'est mon point de vue qui est personnel. Moi, je voulais parler je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu cette expérience-là. Moi, quand j'étais à l'école, on parlait beaucoup d'autodiscipline. On parlait beaucoup d'auto-motivation, d'autogestion de classe, etc. etc. On en parle un petit peu moins maintenant, mais c'est une réalité quand même. Moi, je pense qu'il faut un va-et-vient, permanent entre les initiatives citoyennes et les politiques. Il faut qu'il y ait une vraie écoute, une vraie collaboration qui soit permanente. Et en fait, c'est pas les uns qui prennent le pouvoir sur les autres. C'est pas possible. Ça, moi, j'imagine absolument pas ça. Il faut vraiment une co-construction, comme dans une entreprise, comme dans une SCIC, comme dans une COP, comme dans toutes ces structures-là. Il faut vraiment que ça fonctionne comme ça. Alors il y a des villes, en particulier au Brésil, ça s'est fait, en Espagne, ça se fait. Il y a des villes où ça fonctionne comme ça. Alors évidemment, la personne qui a pris un peu les rênes est souvent contestée, etc. Il y a plein de choses, mais elle est contestée et au bout d'un certain temps, il se peut très bien que ça change. Ça passe pas nécessairement par des révolutions, mais ça passe par des co-constructions. Et c'est vrai, par exemple, à Grenoble. À Grenoble, ils ont beaucoup fonctionné comme ça. Et effectivement, ça donne des résultats très intéressants. Hein. Je pense qu'on a des choses à revoir. Simplement, la difficulté, c'est de les faire fonctionner à grande échelle. Oui, bon, je me présente, monsieur Huette. Je suis membre du conseil citoyen du quartier Fabien à Bonneuil. Donc, on a une approche de la gestion de l'aménagement du quartier directement faite par les habitants. Mais on s'aperçoit bien vite qu'en fin de compte, la main est mise par à la fois la municipalité et aussi le bailleur social qui est pour le pose va l'office. Ils nous laissent faire notre aménagement, mais en fin de compte,
À la finale, c'est eux qui ont la décision. Donc la participation est assez difficile et aussi les gens ont du mal à s'impliquer complètement dedans. On s'aperçoit, on a voulu mettre en place, on a mis en place d'ailleurs, ça existe, un jardin partagé. Alors au début tout marchait bien, tous les gens avaient à peu près compris le système du jardin partagé, mais très vite on s'est aperçu que certains s'appropriaient un morceau du jardin pour leur fin personnelle. Et après le retour en arrière pour leur refaire comprendre que c'est un jardin partagé et que ce qu'ils plantent ne leur appartient pas mais appartient à la communauté, ça a été très très difficile et ça a créé de nombreux conflits. Donc la mise en commun, enfin de faire un commun, c'est pas toujours évident parce que l'individualiste de l'homme arrive à prendre le dessus souvent. Bonjour. Je trouve que votre expérience est intéressante, mais en fait, c'est un cheminement normal. Je veux dire, puisque ça date du Moyen-Âge, à partir du moment où on a supprimé les gens n'ont plus l'habitude de gérer les choses collectivement. Donc ces incidents par rapport à un réflexe que vous traitez, à mon avis, d'individualisme à raison, et ben ça fait partie. Voilà, la démocratie, c'est une chose qui est à construire et à reconstruire et toujours à construire. Moi, ce que je voulais, là où je voulais intervenir aussi, c'est par rapport aux questions que vous posiez un petit peu en tant qu'élu et quel rapport avec ça. Moi, je pense qu'il y a une chose qui est assez déterminante pour que cela fonctionne, pour que ça ne soit pas une inclusion, un chapeautage, une direction, etc. Il faut à un moment donné que l'association, un ensemble de citoyens, etc., aient des responsabilités de gestion avec les moyens de gérer des choses. Et ça, il y a très peu d'exemples qui existent à ce niveau-là. Alors, on le voit qu'il y a... je suis un nouveau campinois, enfin, je dis nouveau, mais au fur et à mesure des réunions, je vieillis de plus en plus, ça fait 18 mois que je suis là maintenant. Mais donc, je connais un petit peu les exemples de Paris, où à Paris, ils avaient la possibilité d'intervenir sur certains projets. Voilà, mais c'est à mon avis pas suffisant, quoi. Je veux dire, il faut qu'il y ait responsabilisation et capacité, donner la possibilité de gestion à un moment donné, à une assemblée de quartier, mais avec des réels moyens financiers, quoi. Je veux dire, possible, et que ce ne soit pas simplement ce lieu de plaintes, de conseils, d'écoute, etc. Mais qu'il y ait une responsabilisation des citoyens. Oui, bonsoir. Pour revenir au commun, je voudrais savoir finalement quel est le statut d'une chose aussi bête qu'une rue. À qui ça appartient? C'est un droit d'usage. Dans une manif, on entend souvent « la rue est à nous ». Et donc, voilà. Qui c'est qui veut répondre à cette question? Qui répond? Je voulais juste répondre plus ou moins à ce que vous dites, c'est vrai. Il manque, et c'est ce que je disais tout à l'heure, il manque des lieux, des tiers-lieux, comme ce qui est proposé avec le projet de l'alternateur sur Champigny. Ça commence à arriver sur Paris, en tout cas, ce type de projet-là. Je sais qu'il y a des appels à projets avec des montants assez importants pour ce type de projet. Mais à Champigny, c'est vrai qu'on a encore du mal à pouvoir les installer. Et je pense notamment aux friches industrielles qu'on peut transformer en lieux éphémères et pouvoir les donner à des associations, en tout cas le temps qu'elles restent des friches, avec des vrais projets derrière, qui peuvent correspondre à ce que vous proposez. Mais on a du mal. Mais je pense qu'on est quelques élus à être convaincus de ces solutions, donc à œuvrer en interne pour qu'on puisse y arriver. Mais ce que je voulais rajouter aussi, c'est que moi j'ai été très, très heureuse de rencontrer cette association Champignons Transition, parce que je trouvais qu'il y avait un dynamisme qui était important, quelque part qui nous bousculait en tant qu'élus. Donc je disais même, je me rappelle dans nos conversations, mais c'est bien, vous allez forcer un peu quelque part peut-être la prise de décision quelque part.
parce que on voit que vous faites, etc., que vous avez vraiment des projets, ça va nous forcer, nous, en tant qu'élus, à pouvoir accélérer, effectivement, et avoir, comment dire, à aboutir à ce type aux projets qui sont proposés. Et c'est là où... mais je persiste et je signe en disant, je pense qu'il est intéressant que les associations, les propositions citoyennes restent les propositions citoyennes avec leur autonomie, comme l'a précisé tout à l'heure Crésis, et que nous, élus, effectivement, qu'on puisse peut-être aider quand on peut aider, mais donner des moyens. Mais je pense que, voilà, pour ne pas justement, comme ça a été dénoncé tout à l'heure sur Bonneuil, avoir un impact ou une influence sur ce qui peut sortir comme projet. Je voulais revenir quand même justement aux villes et territoires en transition, parce que j'en fais partie aussi. Je suis pas de Champigny, mais je suis à Nogent, donc je suis au Clos de la Marne en transition. En fait, oui, on ne parle pas du tout de couleur politique, donc vous avez raison là-dessus. Franchement, voilà, nous on se dit apolitique et à raison. On oublie ça, on enlève sa carte. Si on a une carte, on la laisse à la porte et quand on rentre dans la salle pour se réunir. Donc c'est vraiment pas le sujet. Après, nous, ce qu'on appelle la responsabilisation des gens, enfin des différents, c'est un partenariat. C'est vraiment ce qu'on cherche aussi, parce qu'on se rend compte aussi. Enfin, on n'est pas nous, la politique qu'on fait, en fait, moi je m'en suis rendu compte en rentrant justement aussi dans ce mouvement-là, parce que moi j'étais vraiment contre ça, contre toutes les couleurs, contre tous les... Voilà, ça me donnait des boutons, quoi, comme à beaucoup de gens, je pense, comme l'économie, on en parlait tout à l'heure. Et je me suis rendu compte que c'était quand même politique, quoi. C'est vraiment l'idée, voilà, de participer à un mouvement comme ça, essayer de monter des choses avec avec des citoyens, voilà, d'essayer de faire ces choses-là, que c'était en fait éminemment politique. Mais un côté politique, voilà, qui pour moi est beaucoup plus noble, c'est participer aussi à la, je sais pas si j'aurais complètement tort ou pas, à la res publica aussi, quoi. C'est vraiment voilà, participer à ça, reprendre la main un peu là-dessus, la main qu'on laisse à des gens qu'on élit pour 5 ans et sur laquelle après on n'a rien à dire. Voilà, moi, au bout d'un moment, je me suis dit, mince, ça me gêne quand même, j'ai envie de participer. Donc c'est vraiment, l'idée, c'est vraiment ça, quoi. C'est de tout ce projet et de toute la mobilisation autour des villes et des territoires en transition. Et je voulais justement reprendre encore 30 secondes pour juste poser une question, donc à Claire, sur justement moi ce que j'ai entendu dans une autre conférence que j'avais vue justement sur les communs. On parlait, donc il y a des gens qui militent pour placer justement, pour déclarer le climat, l'air comme des communs, parce que justement ça devrait être protégé par tous et géré par tous. Donc il y a aussi qu'est-ce que tu en penses? Oui, pour en revenir au problème des politiques, dans notre conseil citoyen, on émet beaucoup d'idées, des idées qui sont intéressantes, et quand elles sont trop intéressantes, elles sont reprises par les politiques pour se les approprier eux-mêmes. Donc c'est un peu dommage que la parole des citoyens est réappropriée par le politique, quoi. Non, c'est pas dommage. Oui, mais oui, l'important c'est que ça ait lieu peut-être, mais bon, quelque part, ils s'attribuent le projet, quoi, alors qu'ils n'en sont pas à l'origine, quoi. Oui, moi je veux bien dire quelque chose. Pas de micro, merci. Non, je suis ravie parce que j'étais d'accord avec tout ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant. Je ne suis pas d'accord avec le fait que c'est dommage. Moi, je trouve que c'est très bien que ce soit pris. Bah si, bon, après, c'est peut-être une question de forme, mais dans le fond, moi, je crois beaucoup à ça. Et c'est ce que je voulais dire par rapport à la démocratie. Donc, comme vous savez tous, évidemment, en grec ancien, c'est le pouvoir du peuple. Et ce que je disais un petit peu en introduction de la soirée qu'on a fait il y a une semaine, c'est que je pense qu'on aurait peut-être eu beaucoup moins de problème aujourd'hui que ce qu'on a si on est allé un tout petit peu plus loin dans cette définition et on ne s'arrêtait pas juste pouvoir du peuple, mais de dire de quel pouvoir il s'agit. Parce qu'en fait, en Grèce antique,
c'était pas du tout le pouvoir d'élire, parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens dans la démocratie ils entendent juste le droit d'élire, l'élection, c'est ça se résume à ça. À Athènes à l'époque c'était pas du tout le pouvoir d'élire, et d'ailleurs il n'y avait pas vraiment d'élection, enfin ça existait, mais les représentants, les gouverneurs politiques n'étaient pas élus, ils étaient tirés au sort. Et la démocratie, le pouvoir n'était pas donc d'élire, mais le pouvoir d'agir. Et c'était un gouvernement forcément très très représentatif du peuple. Et je crois que ce pouvoir d'agir là aujourd'hui, il est indispensable. Et je pense, pour revenir à la question de l'urgence, je suis complètement d'accord aussi. On est dans une situation très compliquée parce qu'il y a à la fois cette énorme urgence par rapport au changement climatique. Voilà, c'est vraiment d'une ampleur telle que ça nous dépasse. La seule solution pour freiner un peu ça, c'est que les gens changent un peu leurs habitudes, leur changement d'habitude de consommation, quelle qu'elle soit évidemment, enfin je veux dire d'alimentation, d'énergie, etc. Tout changement d'habitude, et on sait en même temps que le changement d'habitude, c'est quelque chose qui prend du temps. Qui doit mûrir, c'est un processus en fait. Et on est dans cette contradiction-là de dire comment faire face à cette urgence alors que les gens ont besoin de temps pour changer. Donc voilà, je pense que moi, ce en quoi je crois, et c'est pour ça que ce mouvement de ville en transition me parle vraiment, c'est parce que ce mouvement, il dit... aujourd'hui, si un programme, un mouvement écologiste se présente aux élections présidentielles avec un programme qui répond réellement à l'urgence, avec un programme, on va dire, de dictature verte, pour schématiser, de dire, voilà, il faut, vous voulez arriver à 1,5 degré ou 2 degrés de réchauffement à la fin du siècle, ben voilà ce qu'il faut faire, vous arrêtez les voitures, vous ne prenez plus l'avion, voilà. En gros, c'est ça en réalité, il faudrait faire. Il y a de fortes chances que ce parti-là ne soit pas élu. Parce que je pense qu'il y a personne ne va vouloir subir ça. Par contre, et c'est pour ça que je crois vraiment aux initiatives citoyennes, si on arrive à généraliser déjà cette sensibilisation si importante pour que les gens comprennent déjà l'enjeu, et le fait que faire on va dire, petites actions dans son coin, on peut tout à fait, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des petites actions dans leur coin, comme des jardins partagés, etc., qui vont dire, mais à quoi ça sert? C'est tellement insignifiant par rapport à cette énormité de... Et moi, je ne le pense pas, parce que je pense que c'est un mouvement, ça se répand. Je pense que les gens qui s'impliquent dans des projets comme ça sont beaucoup plus nombreux qu'on ne l'imagine, et c'est un mouvement qui va un jour faire basculer, vous savez, c'est comme une dune, c'est que des grains de sable, mais à un moment donné, vous avez le grain de sable qui va faire basculer, pour faire pencher la balance d'un côté, et c'est l'accumulation de ça, et c'est ce en quoi je crois, et c'est pour ça que le projet de l'alternateur, je pense que ça a son importance, parce que c'est une façon de généraliser, de permettre aux gens de s'approprier ces notions voilà, déjà de comprendre qu'ils ont ce pouvoir d'agir, qu'ils peuvent agir sur l'énergie, ça nous semble énorme, mais si, on peut agir sur l'énergie, on peut agir sur l'alimentation, sur plein de domaines. Donc voilà, c'est vraiment une des questions de réappropriation, notamment de l'espace public et ce genre de choses. Voilà, c'est le fameux bottom-up dont on parlait tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment important, comme disait Crisy, c'est très important que ça aille dans les deux sens. Je suis pas du tout personnellement anarchiste, et je pense pas du tout que... Je pense vraiment à l'importance des pouvoirs publics à tous les échelons, mais je pense énormément que c'est vraiment l'échelle locale, territoriale, qui a le plus de potentiel aujourd'hui. Voilà, à peu près ce que je voulais dire. Copali, je crois que le magasin est donc accueilli, il me semble. C'est en cours de déménagement en ce moment. C'était au Café Le Belvédère qui est accueilli, voilà, qui a changé de direction. Donc là, on est provisoirement chez un des membres de l'association au Plessis-Trévise. On n'est même pas plus à Champigny pendant quelques semaines. Et on va réemménager à Champigny dans une salle de la municipale de la ville, courant janvier en principe.
Non, Vercueil aussi. D'accord. Mais justement, alors à propos de ça, est-ce qu'il n'est pas possible d'imaginer un essaimage de copalis? Bien sûr. Oui, voilà, c'est ça. Mais après, ça veut dire des bonnes volontés qui animeraient ce genre de boutique ou il faut y être à plein temps, ça se passe? Non, alors oui, je peux expliquer. En fait, Copalis, c'est donc un stock dans un placard et on ouvre un soir tous les 15 jours. C'est pas une épicerie ouverte, voilà, c'est vraiment juste... Et effectivement, la grosse différence avec la Louve notamment, c'est que la Louve, eux, déjà c'est un supermarché, c'est autre chose, et ils visent 10 000 adhérents. Et ils prennent exemple sur effectivement l'épicerie autogérée de New York qui en était à 17 000 il y a quelques temps. Voilà. Et ils se disent autogestion, c'est-à-dire moi une autogestion à 17 000 ça me laisse un peu sceptique, mais bon. Le modèle dont je parlais des gaz bretons, donc les groupements d'achat solidaires et éthiques, le principe c'est de vraiment rester à taille humaine, à échelle où l'autogestion est réellement possible. Et c'est pas pour autant, donc on a limité à peu près, on n'a jamais atteint ce nombre, mais on a limité ça à 60 foyers en fait. Et au-delà de 60-70 foyers membres, l'idée c'est effectivement d'essaimer. Et effectivement, dès qu'on a commencé Copalis, il y avait plusieurs personnes de Ponto Combo qui sont venues nous rejoindre parce qu'ils ont dit on va démarrer avec vous puis on va ouvrir là-bas. Finalement ça s'est pas fait pour des problèmes X et Y, mais il y a eu ça. En fait, comme Copalis était monté aussi par les gens de la MAP et comme je disais tout à l'heure, on est sur 3 villes, il y avait ceux de Saint-Maur par exemple trouvaient que c'était un peu compliqué de venir, surtout que ça tombait aux horaires où c'est difficile de passer le pont, enfin c'était très compliqué. Il y a un groupe qui s'est constitué pour essayer de créer une Copalis Saint-Maur. Et finalement, ils ont un Malfaux a trouvé un local, ils ont trouvé quelque chose à Créteil. Donc du coup, il y a une coopérative qui va s'ouvrir à Créteil, en fin de compte, et qui s'appelle pas Copalis, c'est je sais plus, enfin le nom m'échappe, mais c'est voilà, il y a des projets d'essaimage et on serait ravis. Nous-mêmes, on a été beaucoup accompagnés par cette épicerie à Paris qui s'appelle Indépendante, qui nous ont vraiment, ils sont venus nous voir plusieurs fois, ils nous ont donné leur outil informatique qu'on utilise et qu'on a peaufiné par la suite, et on est complètement dans cette démarche-là de chercher à essaimer, d'accompagner des groupes s'ils mettent ça en place. Mais c'est important, nous on peut pas aller, faut vraiment que des projets comme ça, surtout parce qu'il s'agit d'autogestion, il faut vraiment que ça soit approprié par le groupe qui le met en place en fait. Et puis j'ai une autre question. Ça concerne les selles. Enfin, il me semble que tout à l'heure vous disiez que le commun c'est aussi l'échange des savoirs. Oui. Et est-ce que les selles en font partie du coup? Absolument. C'est ça, hein, d'accord. Et puis j'ai une question pour la mairie. Je voudrais savoir s'il reste encore des jardins ouvriers. Ça a peut-être tout et rien à voir, mais à Champigny, est-ce qu'il en reste? Oui. Oui. On a fait une balade urbaine. Hein. Eh ben, oui, mais j'étais pas là. Il fallait. Oui, tout à l'heure ça a été évoqué. Vous savez qu'au niveau international, on peut être accusé de génocide, mais il y a une nouvelle conception aussi de tuer le milieu naturel, et on appelle ça l'écocide. Et est-ce que c'est en rapport avec les communs? On va laisser peut-être Claire répondre, parce qu'il y a plusieurs questions qui te sont adressées. Absolument. Donc je les ai notées donc sur la question de la démocratie représentative, participative, parce que c'est un point qui revient chez beaucoup d'entre vous. En effet, les communs, vous l'avez compris, ça privilégie la démocratie participative à la démocratie représentative, mais ça prend des formes très concrètes. Par exemple, à l'échelle d'une gestion d'une ville, il y a une commune qui s'est constituée à partir d'un problème de supermarché qui est saillant dans la Drôme, que vous avez sans doute entendu parler, qui pratique la gestion participative. C'est une toute petite commune qui pratique la gestion participative et qui, sur la forme d'élection, parce que le principe de délégation, même si on fait de la participation, il existe, puisque à partir du moment où on change d'échelle, on est obligé d'avoir une délégation de pouvoir. Donc, mais il y a différentes façons d'imaginer la délégation. Et donc, ce qu'ils pratiquent, par exemple, eux, c'est l'élection sans candidat.
voilà, c'est une manière de privilégier une certaine équité dans la forme de délégation. On ne va pas voter forcément pour quelqu'un qui aura un statut et qui va garder pendant 5 ans, mais on peut aussi voter dans d'autres formes de gouvernance, pas forcément assaillant, mais ailleurs. On peut aussi voter sur une délégation de compétences, par exemple. C'est-à-dire, moi, j'ai cette compétence en voirie, peut-être que je vais contribuer à travailler dans un groupe sur la voirie à l'échelle communale, par exemple. Bon, donc sur les formes de délégation, il y a aussi des choses à revoir. L'exemple a été donné de la cité athénienne, où là on tirait au sort, mais voilà, il y a plein de choses aussi qui sont en train d'émerger aujourd'hui et qui refondent le principe de délégation et qui est fondé uniquement sur l'élection que l'on connaît, nous, en Occident. Et sans même parler uniquement de ce principe de délégation, il y a aussi des formes de gouvernance au sein même des structures de commun qui garantissent une relative équité dans la prise de décision, par exemple. Moi, j'ai créé un tiers-lieu aussi à Lyon avec des collègues et amis qui s'appelle Coexistence, coopérer, expérimenter autrement la science. Alors c'est plutôt autour du savoir scientifique, c'est pas à propos de l'agroalimentaire ou des alternatives liées à l'agroalimentation, mais c'est plutôt pour promouvoir un savoir scientifique ouvert, responsable et partagé. Et du coup, on a des systèmes de prise de décision et des formes de pratiques collectives enfin, on essaie en tout cas d'avoir des pratiques qui, dans la prise de décision, permettent de garantir une relative équité. Par exemple, on pratique ce qu'on appelle la gestion par consentement. C'est-à-dire, en gros, on peut ne pas être d'accord parce que viser l'accord absolument de tous, c'est souvent voué à l'échec, et c'est en grande partie là-dessus que les politiques se plantent parce que ils visent plutôt le consensus. Et donc le consentement, c'est en gros, je suis pas d'accord avec ce que tu dis là, mais je suis pas d'accord avec cette décision, mais je peux vivre avec, quoi. Bon, c'est un exemple parmi d'autres. Mais ces formes de démocratie, elles prennent du temps. C'est-à-dire que ça suppose vraiment de passer beaucoup de temps, comme le disait monsieur, un temps d'apprentissage qu'avaient sans doute nos ancêtres au Moyen-Âge, mais un temps d'apprentissage de la démocratie elle-même et de ces différentes formes de délégation, de prise de décision, de gestion des conflits, etc., à réintégrer dans nos savoir-faire politiques, en fait. Voilà, je vais pas épiloguer sur la démocratie participative, juste quand même pour dire qu'il y a des tas de villes, comme vous le disiez, madame, qui se sont engagées quand même sur des pratiques de commun et qui font référence maintenant, notamment en Europe. Il y a Bologne qui a été précurseur dans les années 80. Aujourd'hui, il y a Barcelone. En Espagne, il y a beaucoup de choses qui se trament autour de la gestion municipale des communs. Il y a quelques initiatives un peu sporadiques. Par exemple, typiquement, on cite souvent le budget participatif à Paris. Bon, c'est une manière de fabriquer du commun en matière de gestion. Voilà. Bon, voilà, j'arrête là sur la question de la politique. Pour répondre à madame sur la SIC, moi je ne connais pas trop qui c'est le patron ou c'est qui le patron, mais les SIC, d'une manière générale, elles viennent du mouvement coopératif. Et le mouvement coopératif, il est vieux, il date du 19e siècle, et c'est un mouvement qui historiquement s'est constitué justement contre le capitalisme naissant et qui promulguait principalement un partage de la valeur, une appropriation, une propriété collective des moyens, des outils de production. À l'époque, c'était la force de travail et l'énergie principalement, et les machines. Et donc déjà c'était à l'époque, c'était déjà parlant. Et aujourd'hui, ce sont des formes d'organisation économique qui reviennent au goût du jour. Il y en avait beaucoup dans les années 70. Je ne sais plus qui a parlé des. C'est vous, madame,
sur les formes d'autogestion dans les années 70. Elles existaient, elles revivent, elles rejaillissent aujourd'hui sous d'autres formes. Mais aujourd'hui, en effet, il y a plein de coopératives qui se créent et qui ont des perspectives assez semblables à celles qui existaient au XIXe siècle. Mais voilà, je ne pourrais pas commenter sur ce qu'est le patron parce que je ne connais pas trop cette initiative. Ils garantissent un prix au producteur. Le principe, Ah oui. C'est un principe d'abord, il y a une gestion effectivement collective et puis qui vise à garantir un prix au producteur. Oui. Ben c'est ça, c'est que le principe des coopératives, tel que vous l'exprimez, c'est partage de la valeur sur toute la chaîne de production. C'est un peu comme les foncières agricoles, comme Terre de Liens, par exemple, si vous connaissez pour certains, ou des fiducies, par exemple, dans le monde anglo-saxon, les fiducies, le principe, c'est des foncières qui permettent de limiter la hausse des loyers en partageant en fait des parts de la propriété du sol, du foncier. Voilà. Donc typiquement, c'est ces principes-là, quoi. Vous mettez dans les communs. Oui, tout à fait. Moi, j'ai... Je réponds sur la question du droit, parce que c'est quand même très important. Le droit, quelqu'un a posé la question de droit à l'air, l'eau, etc. Non. Est-ce que le droit peut être... La notion de droit, oui, mais elle existe déjà en tant que telle, hein, d'ailleurs, la notion de droit de l'humanité, les biens communs de l'humanité, et ils existent, ils ont été institués à l'échelle mondiale par des organismes qui sont reconnus comme à l'ONU, etc. Et donc c'est l'air, l'eau, enfin il y en a 4 ou 5, les biens communs de l'humanité, il y en a 4 ou 5. Et il y a des règles Enfin aujourd'hui c'est pas des règles très contraignantes, hein, mais en tout cas ils ont été institués nommément, voilà, on va dire ça comme ça. Mais aujourd'hui il y a une forte poussée du droit pour gérer et réguler les biens communs. Et cette question, cette question, elle a déjà abouti, notamment dans le champ du numérique, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez, ou peut-être j'en ai parlé lors de la première séquence au cinéma, sur les Creative Commons, les licences Creative Commons. Typiquement, Creative Commons, c'est une forme juridique qui permet de garantir une sorte de propriété collectif de la connaissance sur la production de code quand il s'agit de logiciels ou d'une œuvre quelle qu'elle soit. Et donc ça permet à chaque contributeur de l'œuvre d'être reconnu d'avoir une part contributive dans la création de l'œuvre. Donc du coup l'œuvre est collective. Elle n'appartient pas seulement à une personne. Et aujourd'hui, il y a une poussée très très forte des juristes qui tentent de faire renaître ce qui existait déjà au Moyen-Âge à travers le droit coutumier et pour remettre du droit autour des communs. Donc c'est un mouvement à la fois qui vient d'en bas à l'échelle locale et un mouvement aussi qui s'affirme par en haut par des formes de régulation qui seraient beaucoup plus basées sur de la régulation juridique. Ouais. À qui appartient la rue ? Qui appartient à la rue ? Mais dans les faits, elle appartient à la collectivité, à différentes collectivités, ça dépend des rues. Les chemins vicinaux, ils doivent appartenir à la mairie. Les autoroutes, non, les autoroutes appartiennent à l'État. Mais ils sont gérés par un privé. Donc les routes, mais par contre, il n'y a pas du tout de gestion collective des routes. Mais il y a un exemple intéressant en France, c'est la gestion collective des rivières. Les syndicats de rivières, ce sont des gestions collectives. Les rivières, et on revient à la question de l'eau, parce que l'air, l'eau et tous ces biens communs de l'humanité, en fait, c'est ce qu'on appelle des biens inappropriables, en fait. L'eau, la mer, on ne peut pas tellement se l'approprier en tant que telle, même si de fait on a des parcelles de pêche qui sont réservées à certains pays, mais typiquement les rivières, c'est un exemple, on les a gérées avec des syndicats mixtes, ou les parcs du littoral aussi. Pardon ?
En tout cas, vous avez un spécialiste de la question de l'eau dans la salle. Est-ce que je peux laisser... non, Madame Lagadec, vous voulez prendre la parole? Vous direz après. Non, mais justement, c'était pour un petit peu répondre à monsieur, parce que en fait, le Conseil citoyen, donc ça a été créé dans un texte législatif, mais ça a été pendant longtemps. Enfin voilà, c'est sur le papier. Moi, donc je suis allée, il se trouve donc à la fête de la citrouille qui était organisée pour mettre en valeur les différents jardins partagés qui ont été vus le jour donc sur les parcs de Val-Office notamment, et donc ça a été un événement vraiment très agréable avec beaucoup de gens investis dans cette question des jardins partagés. Et ce que je voulais vous dire, c'est que justement là, en fait, ce qui a été visible, c'était votre capacité à vous, les habitants, d'avoir créé du commun dans ce conseil citoyen qui, au début, n'était que sur le papier. Donc, votre capacité à vous, les habitants, de créer ce jardin partagé, de dire ce que vous voulez en faire ou pas, de partager, de dire aujourd'hui, voilà, moi, il y a des choses qui vont être reprises, mais à un moment de prendre la parole sur tout ça. Donc, je trouve que c'est extrêmement positif ce que vous avez été en capacité de le faire. Donc, voilà, je voulais simplement vous dire ça. La deuxième chose, c'était plutôt sur le tiers-lieu, à mettre en lien avec, parce que j'ai lu cet après-midi un dossier sur les médiathèques de demain, parce que c'est vrai qu'on construit des médiathèques à Champigny, hein, et forcément il doit obligatoirement y avoir une réflexion de qu'est-ce qu'on met demain dans une médiathèque, parce que c'est plus du tout comme avant où on allait consulter les cris, donc ce qui s'est construit au travers le monde est beaucoup dans du modulaire pour répondre vraiment à en fait des lieux où on va échanger plusieurs qui vont être à plusieurs usages, mais des usages intimistes, des usages publics, des usages semi-publics, etc., où il y aura du silence, il y aura de la voix, des conférences, enfin, voilà un petit peu. Donc, je me dis, j'ai l'impression que le tiers-lieu, peut-être a sa place dans ce type de lieu. Donc voilà, je ne sais pas où vous en êtes, si vous avez un petit peu interrogé la ville dans ce sens-là, mais je vous passe la balle, là. Est-ce que je pense que je vais profiter pour faire la transition avec la question du savoir, parce qu'on a dépassé largement l'heure qui nous était... Et je trouve surtout très intéressant que nous sommes partis sur la question de la démocratie ou des biens communs pour répondre à la question que seront les villes de demain. Je ne sais pas si vous tous, vous voyez comme c'est intéressant, parce que c'est quand même un des plus gros problèmes de l'urgence climatique, c'est l'accroissement de l'urbain. Et la réponse que je comprends bien qu'on est en train de donner aujourd'hui, c'est quand même les initiatives et le faire politique ou le faire ensemble, le vivre ensemble.